Mathieu, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Faut-il arrêter la chloroquine? La France va réétudier la question, conséquence d'une dernière étude basée sur 96 000 cas. Le médicament n'aurait aucune efficacité contre le coronavirus, il serait même dangereux pour certains patients. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, est-ce la fin du débat sur l'efficacité de la chloroquine? La publication d'une vaste étude sur 15 000 patients pourrait mettre un terme à sa prescription en France. Une étude publiée dans la revue médicale britannique The Lancet vient de changer un peu la donne sur l'hydroxychloroquine et la chloroquine. Toutes deux ont été sévèrement jugées. Elles sont jugées inefficaces et même dangereuses pour la santé. De quoi rebattre les cartes pour ceux qui l'avaient présenté comme le remède miracle face au Covid-19. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a d'ailleurs annoncé qu'il allait demander au Haut Conseil de la santé publique d'analyser ces résultats et sous 48 heures de proposer une révision des règles dérogatoires de prescription. On rappelle qu'en France, la molécule était administrée à certains patients atteints du coronavirus. Salut Internet. Raoult, c'est terminé. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier une étude en béton armé, 671 hôpitaux, sur 6 continents, avec près de 96 000 patients. Alors je sais, j'ai tout dit en belge. L'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, le fameux protocole Raoult, ça marche pas. Là, il n'y a vraiment plus personne pour dire que c'est spectaculaire, à part Raoult et son équipe, ou alors des associations comme le collectif « Laissons les médecins prescrire ». Patrick, vous avez obtenu en exclusivité l'avis du Haut Conseil de santé publique qu'Olivier Véran avait saisi en urgence samedi après la publication dans la revue The Lancet d'une étude concluant à l'inefficacité et au risque de certains traitements du coronavirus, dont l'hydroxychloroquine. Oui, cet avis qui sera rendu public dans les prochaines heures est un coup d'arrêt. Rappelons qu'un décret du 23 mars réservait le traitement à l'hydroxychloroquine pour le Covid-19 à des formes graves hospitalières sous stricte surveillance médicale. Le Haut Conseil estime maintenant qu'il faut arrêter ces prescriptions. C'est quand même absolument rarissime, si ce n'est sans précédent, que les 20 heures ouvrent sur la publication d'une étude scientifique, parce que qu'est-ce qui est le moins facile à présenter médiatiquement, si on veut être un peu honnête? C'est une étude scientifique. Parce qu'une étude scientifique, c'est forcément un petit peu complexe, et donc ça ne se prête pas forcément au traitement en 20-25 secondes, quoi. Voilà. Mais là, on est dans une opération, évidemment, d'orchestration et de répétition, puisqu'on va trouver cette information absolument partout, et donc qui va viser à ahurir l'opinion. Il y a des faiblesses dans l'étude. C'est vrai, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses dans toutes les études. Et il dit que la principale faiblesse, c'est que ce n'est pas une étude qui a été réalisée de manière prospective, randomisée, c'est-à-dire par tirage au sort. C'est vrai, on a accumulé des données, mais ce qui fait la force de l'étude, c'est qu'on est à près de 100 000 patients. Donc, les auteurs de l'étude, il faut lire l'étude, disent effectivement il y a quelques faiblesses. Mais la force de l'étude, c'est qu'on est sur un très grand nombre de patients avec des hôpitaux très différents, ce qui écrase probablement les différences et un certain nombre de faiblesses méthodologiques. Et cette étude, qui est en fait de très bonne qualité, montre que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, malheureusement, ne fonctionne pas. Ça, c'est une très grande étude qui a rassemblé les données sur plus de 96 000 patients. Chaque fois, les gens qui ont pris de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine ont un risque augmenté de mourir. Les traitements sont pris dans les 48 heures après le diagnostic. Donc, c'est un traitement initié au début de la maladie, exactement comme le professeur Raoult le recommande. Et on voit que le traitement est toxique et qu'il ne réduit pas la mortalité. Au contraire, la mortalité est augmentée. Le problème, c'est qu'il reste un tout petit groupe. Philippe Douste-Blazy, Didier Raoult et puis le professeur Christian Perron qui se raccrochent à ce traitement alors que le monde entier s'en éloigne. L'étude du Lancet, elle n'est pas une preuve définitive parce que ce n'est pas une étude prospective randomisée, mais elle porte sur 96 000 malades sur 671 hôpitaux sur 5 continents. C'est une étude très solide, publiée dans la plus grande revue médicale au monde, et elle est très inquiétante.
Donc, en attendant qu'on ait les essais cliniques randomisés prospectifs qui vont arriver, il est raisonnable de limiter la prescription du protocole Raoult parce qu'il y a là une vraie inquiétude. On ne peut plus exclure que le protocole de Didier Raoult augmente la mortalité par rapport aux soins standards. C'est très grave. Ce que nous on reproche, c'est qu'après avoir vu environ 4000 patients ici à l'IHU Méditerranée Infection et les avoir pris en charge, aucun des 4 auteurs de l'étude n'était infectiologue et on a l'impression qu'aucun des 4 auteurs n'a vu un seul patient infecté par le Covid. Donc on a l'impression qu'il s'agit d'une étude qu'on appelle de big data, c'est-à-dire avec une entreprise qui s'appelle Surgisphere, qui est une étude qui va fournir les données et il va y avoir derrière une analyse de données à haut débit et avec des dizaines de milliers de patients, mais sans aucune précision clinique. On n'a pas la mention des médecins qui ont pris en charge les patients, on n'a pas la mention des hôpitaux qui ont pris en charge les patients, et donc on demande plus de transparence par rapport à tout ça, et on pense que effectivement le défaut de ces études de big data, c'est justement de ne pas avoir cette précision clinique qui est indispensable pour juger de l'efficacité d'un traitement. Pour ce qui est de la collection de données, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il s'agit d'un registre existant. Et donc, en fait, les données Covid ont simplement été mises dans le registre depuis déjà des semaines. Donc, c'est normal qu'elles tombent maintenant. On ne connaît pas le niveau de prescription, on ne connaît pas les comorbidités. Les comorbidités sont parfaitement toutes données dans l'article, il faut le lire. Quant à la dose de médicament, elle est parfaitement indiquée. De mémoire, c'est 598 mg d'hydroxychloroquine en moyenne, c'est-à-dire la dose qui est recommandée. Est-ce que vous partagez les doutes sur la qualité de cette étude ? Alors très clairement, on a un problème avec l'étude du Lancet. C'est une revue éminemment prestigieuse et quand des données sont publiées dans le Lancet, elles ont un impact qui est considérable. Très vite, la communauté scientifique mondiale s'est alarmée de certaines incohérences et a demandé des comptes, des explications à la revue du Lancet. Pour l'instant, ce qui a été fourni, ce sont des correctifs qui viennent d'être indiqués et les auteurs nous indiquent qu'il y aurait une erreur sur la localisation d'un hôpital qui expliquerait pourquoi on a attribué trop de morts à l'Australie. Là, la direction du Lancet s'est tournée vers les auteurs, les 4 auteurs de l'étude, qu'est-ce qui se passe? Et là, les auteurs sont revenus un peu penauds en disant « Ah, on a revu nos calculs ». Et en fait, on s'est trompé. À partir du 1er avril, on avait intégré, en plus de 4 hôpitaux australiens, un 5e hôpital qui en fait n'était pas australien, mais asiatique. Asiatique, on ne sait même pas de quel pays. Et donc c'est pour ça qu'on a ces chiffres-là. Mais en fait, ont-ils ajouté, ça ne change rien au résultat. Pour cet épidémiologiste, l'étude est quand même valable. Le fait, par exemple, que les données d'Australie ne soient pas forcément les données d'Australie qui a eu une erreur, ça ne change absolument rien. Ces données, elles existent, elles ont été aspirées, elles viennent d'un hôpital. Si l'hôpital n'avait pas la bonne étiquette dans le fichier, c'est pas grave. De toute façon, l'ensemble des résultats est parfaitement solide. Bon, c'est pas si mal. Je pense que cette étude, d'abord, n'est pas éthique, puisqu'elle a été faite sans demander au comité éthique des différents hôpitaux l'autorisation. D'autre part, les données ont été récoltées, on se demande un peu comment, on se demande si elles n'ont pas été hackées, et surtout la façon dont ça a été analysé est extrêmement obscure, et on a vraiment l'impression en lisant l'étude que les résultats sont faux. Il y a d'autres incohérences dans l'article. Force est de constater que pour l'instant, les explications données ne sont pas totalement satisfaisantes. Et il y a quelque chose qui est d'ailleurs pas obligatoire, mais quasi systématique quand on manie ce genre de données, c'est que les bases de données soient ouvertes pour que la communauté puisse les regarder et pour que la communauté puisse vérifier. Ce que nous demandons, et c'est une demande qui vient de tous les scientifiques dans le monde, c'est que la base de données soit mise à disposition. Normalement, pour avoir la confiance de ses pairs et la confiance générale, il faut de la transparence, évidemment. Il faut dire d'où viennent les résultats qu'on a. Et là, d'ailleurs, ces chercheurs australiens ajoutent, toujours dans l'article du Guardian, si ça c'est faux, c'est-à-dire le 5e hôpital soi-disant australien qui est en fait asiatique, quoi d'autre est faux? Vraie question qu'ils posent. Et apparemment, il y a beaucoup de choses fausses dans cette étude. Il ne faut pas donner des résultats que l'étude, même si elle avait été bien conduite, même si elle n'avait aucun défaut, cette étude en aucun cas peut faire un lien de causalité
entre une surmortalité et l'emploi de l'hydroxychloroquine ou de ses dérivés. C'est une étude observationnelle rétrospective qui fait une association entre les deux phénomènes, entre les deux paramètres, mais en aucun cas un lien de causalité. Par essence même et par la méthodologie que les auteurs emploient, ils ne peuvent jamais conclure que l'hydroxychloroquine va tuer plus de malades ou va être plus délétère. Simplement, ils font un lien d'association, même si l'étude avait été bien conduite. Malheureusement, les médias et le système s'est un peu emballé en faisant ce lien de causalité qui n'est pas dans la méthodologie de cette étude. Et l'autre chose qui, moi, m'a vraiment inquiété, c'est que la chloroquine n'ait pas d'effet positif peut-être, mais sur les effets négatifs et l'augmentation de la mortalité, ce n'est pas du tout ce que retrouvent les études randomisées comme Discovery, comme Recovery ou dans d'autres pays comme le Canada, où après quelques jours d'hésitation, ils ont décidé de continuer l'étude de l'hydroxychloroquine parce qu'ils n'avaient jamais observé cette surmortalité. Donc je pense que cette étude est malvenue. Je connais bien le Lancet pour y avoir... Les Recovery, qui est donc une grosse étude qui a plusieurs bras, donc les bras sont des groupes qui reçoivent des traitements différents, dont un bras hydroxychloroquine a tout de suite réagi. Donc il y a un communiqué du 24 mai qui dit que pour eux, il n'y a pas de problème de sécurité de l'hydroxychloroquine. Ils travaillent sur ces essais cliniques que sur des patients déjà hospitalisés. C'est un bras qui va faire 10 000 patients, donc ils n'ont pas encore complété tout le bras, mais ils ont déjà beaucoup de patients. 10 000, oui, c'est en Angleterre, c'est où ça? C'est où ça, c'est en Angleterre. Et ils disent que les essais ne sont pas interrompus, qu'ils peuvent continuer les essais et qu'il n'y a aucun problème de sécurité de l'hydroxychloroquine. Et pour moi, en tant que citoyenne, ça remet encore plus en cause l'étude du Lancet. Donc tous ceux qui disent l'étude du Lancet, c'est une bonne étude, etc., ce n'est pas possible. Parce que les gens qui font des vrais essais avec des vrais patients et qui ne font pas de l'analyse de data, de dossiers de patients de partout dans le monde, eux, ils disent l'hydroxychloroquine, il n'y a pas de problème de sécurité. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier l'étude en béton armé. Cette étude n'apporte rien de nouveau, je vais vous le dire tout net. On connaît le risque d'arythmie ventriculaire avec l'hydroxychloroquine. Je vous donne son nom, ça s'appelle une torsade de pointe. On sait que c'est particulièrement important, surtout quand on donne 600 mg par jour, surtout si on l'associe à de l'azithromycine à dose maximale, surtout chez des patients graves, hospitalisés, qui présentent des baisses du potassium, et surtout si en plus ils ont des antécédents de risque, de facteurs de risque cardiovasculaires. Maintenant, le défaut très important dans cette étude, c'est que premièrement, c'est pas qu'il y a des différences, comme l'a expliqué M. Douste-Blazy, entre les groupes, parce que ça, il n'y a pas de test statistique pour dire que c'est vraiment différent. C'est que je suis étonné que des patients coronariens qui ont des antécédents d'arythmie cardiaque, qui ont des insuffisances cardiaques, ont été traités par ce médicament. La même proportion de personnes qui ont ces antécédents se regroupent dans tous les groupes. Donc ça, c'est étonnant. Nous l'avons donné en réanimation à des patients. Jamais un patient dont on connaissait les antécédents coronariens ou d'arythmie n'aurait reçu un tel traitement. On l'a mis en danger dans cette étude alors? À nouveau, c'est un registre, c'est-à-dire dans les hôpitaux où ça a été donné, peut-être ça a été donné par excès à des patients qui n'auraient jamais dû l'avoir. Ça, c'est la deuxième information. Donc là, ça n'apporte rien, si ce n'est nous dire, eh bien, si vous êtes coronarien, si vous avez des antécédents de troubles de rythme cardiaque, et qu'on vous donne l'hydroxychloroquine, en plus on vous donne l'azithromycine, vous allez faire un allongement du QT. Est-ce que vous diriez, docteur Hamon, qu'on est en train lentement mais sûrement d'écarter l'hydroxychloroquine de l'arsenal thérapeutique contre le Covid-19 ? Alors on est surtout en train de faire du professeur Raoult un martyr parce que on est en train de comparer une étude qui est utilisée uniquement en réanimation et qui montre que effectivement il faut pas l'utiliser en réanimation. Là-dessus tout le monde est clair. Par contre, il n'applique pas le protocole de Raoult qui, lui, en donne dès le début. Ne faites pas de moi un pro-chloroquine ou un anti-chloroquine. Hein. Moi, j'attends, comme la plupart des médecins, j'attends qu'il y ait une étude sérieuse avec un groupe témoin sans chloroquine et un groupe avec chloroquine et qu'on compare les résultats en respectant le protocole du professeur Raoult. Moi, j'attends les résultats d'une vraie étude incontestable.
Autre problème soulevé cette fois par des chercheurs en France. Alors là, c'est tout à fait intéressant aussi, c'est que ils ont remarqué qu'il était intégré donc des données d'hôpitaux français dans cette étude du Lancet. Et il y en a exactement 5 pour 107 patients, donc 5 hôpitaux français, 107 patients français dans cette étude du Lancet. Mais dans les résultats du Lancet, ils détaillent les patients par race ou ethnie. Or, en France, c'est interdit. Vous le savez, vous n'avez pas le droit d'avoir des statistiques par race ou ethnie en France. Donc, le Lancet ne peut pas avoir de données françaises sur la race ou l'ethnie. Or, ça apparaît ainsi dans leur étude publiée le 22 mai. Donc là aussi, interrogation énorme. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que ce sont des données carrément inventées? Je parle sous couvert de nos spécialistes du service santé de BFM TV, mais visiblement ce qu'on reproche à cette étude, c'est aussi ce qu'on reproche au travail du professeur Raoult. Finalement, ce sont les mêmes observations qui ont été exprimées. Alors à quand l'étude parfaite qui fait l'unanimité? Attendez, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout. Là, je sais pas qui fait ce type de commentaire. Reproche de méthodologie. Sur la méthode, bien sûr, pas sur le fond. Non, attendez, les patients de l'IHU sont des patients qui existent, que toute l'équipe médicale connaît, a examiné. Cela n'a rien à voir. Là, je suis en train de vous parler de dossiers qui n'existeraient peut-être même pas du tout. Donc là, on parle de fraude. C'est-à-dire Les scientifiques demandent surtout d'où viennent toutes ces données. Ils demandent d'où viennent, de quel pays, de quels hôpitaux viennent ces patients. On n'a pas vraiment d'infos non plus sur le degré de gravité de l'état de ces patients. Alors on sait que le traitement a été administré 48 heures après le diagnostic, mais il peut y avoir des diagnostics tardifs et puis quand ils arrivent à l'hôpital, donc peut-être que leur état est déjà assez grave. Et le professeur Raoult n'arrête pas de dire que c'est un traitement son protocole doit être administré au tout début de la maladie, justement pour éviter qu'elle s'aggrave. Cette étude n'aurait jamais dû se faire. D'abord, il n'y a pas d'éthique. Et c'est quand même très extraordinaire qu'ils ne montrent pas les autorisations qu'ils ont eues pour reprendre les données dans le monde entier de 90 000 personnes. Pour moi, ces données, elles ont été volées, point à ligne. Et les gens, les patients, les médecins n'ont pas donné leurs autorisations. C'est bien pour ça que, comme vous l'avez fait remarquer il y a quelques minutes, on ne trouve pas un seul médecin pour défendre l'étude. En France, par exemple, moi, à l'INSERM, on nous a interdit il y a quelques jours d'envoyer des données aux États-Unis sur les patients Covid qu'on a à Lille. Donc, on ne comprend pas exactement comment ça se passe. Ces scientifiques s'étonnent aussi de certaines incohérences. Ils s'étonnent par exemple que les doses administrées d'hydroxychloroquine dans l'étude soient plus élevées que ce que préconise la FDA aux États-Unis, alors que la majorité des patients inclus sont américains. Ça laisse effectivement planer le doute. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Alors d'ailleurs, sur Surgisphere, cette entreprise de Big Data, on va s'arrêter un instant. Là, je vais vous la mettre en description, en lien, sous la vidéo. Il y a une enquête très fouillée de François le 29 mai sur cette entreprise qui se demande carrément si elle a une vraie existence. Puisque François a, par 1000 indices, que je ne vais pas vous résumer ici, vous lirez l'étude si ça vous intéresse, par 1000 indices a montré que cette entreprise qui a été créée en 2007 par l'un des 4 co-auteurs de l'étude du Lancet, en fait, ne semble avoir eu aucune activité probante avant mars 2020, donc 13 ans plus tard et seulement quelques semaines avant la publication du Lancet. Donc, ça laisse quand même pantois sur le sérieux de cette entreprise. Bah écoutez, je pense que les journalistes, là, vous allez avoir du boulot pour comprendre ce qui se passe, parce que là, on a le Lancet, le board du Lancet, qui donne l'autorisation de publier une étude que vraiment n'importe quel reviewer aurait bloqué. En France, je ne comprends pas ce qui se passe, hein. C'est sidérant. Et en plus, avoir un ministre qui prend des décisions sur une étude où les patients n'existent peut-être même pas. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que l'OMS, c'est que même les Anglais, une autorité anglaise, les autorités anglaises et le gouvernement français, sans attendre les vérifications, sans attendre la validation, 48 heures après la publication de l'étude dans The Lancet, comme s'ils étaient sur les starting blocks, ont foncé, allez, interdisons. La question fondamentale repose, encore une fois, il y a la santé et le politique, c'est reposé, mais enfin,
D'abord, que fait ce conseil scientifique? Il y a 2 conseils scientifiques maintenant autour de Macron et autour du gouvernement. D'abord, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est eux? Est-ce qu'ils ont dit ah non, allez-y, c'est fini, le Lancet, c'est la Bible donc, et on va y aller? Enfin, vous imaginez? Professeur, quand vous entendez, alors les médias, je veux bien en prendre ma part, mais quand vous voyez que le ministre de la Santé, Olivier Véran, lorsque l'étude sort, hop, immédiatement, il annonce qu'il demande à l'autorité du médicament de stopper l'hydroxychloroquine, il est médecin. C'est doublement incompréhensible. C'est incompréhensible que l'OMS et tout de suite après l'ANSM, c'est-à-dire l'autorité française, interdisent de faire des essais cliniques sur ce médicament, alors même que ces essais cliniques prospectifs et randomisés, ce seront les essais cliniques qui vont donner finalement la vraie réponse. Est-ce que l'hydroxychloroquine a une efficacité sur cette maladie? Et on ne comprend pas, nous, chercheurs cliniciens, on ne comprend pas comment l'ANSM peut interdire des essais cliniques prospectifs alors que dans ces essais, toutes les précautions sont prises justement pour que le groupe qui aura l'hydroxychloroquine n'ait aucun effet secondaire. On est tous d'accord qu'il y a une affaire Raoult. En fait, voilà, comme il y a eu une affaire Dreyfus, il y a une affaire Raoult. Il y a quelque chose qui s'est produit, il y a une cristallisation incroyable. Comme Dreyfus, non, c'était un peu attendez. Non, mais comment vous allez voir. Et parce que ça n'a rien à voir avec l'affaire Dreyfus, parce qu'évidemment, il n'est pas question d'espionnage, il n'est pas question d'antisémitisme, il n'est pas question de fond de guerre entre la France et l'Allemagne, ça n'a rien à voir. Dans toute comparaison, il y a un élément qui invalide complètement la comparaison. Mais il y a un point de comparaison, c'est qu'ils en ont parlé. Souvenez-vous du dessin de Carandache en 1898. C'est la chloroquine, c'est l'affaire qui fâche. Les Français en parlent et tout le monde se déchire sur l'affaire de la chloroquine pour ou contre. La classe dirigeante française, comme un seul homme, dès qu'elle voit Panoramix, elle a les yeux injectés de sang. Exactement comme l'a fait le député européen Monsieur Cohn-Bendit, il a dit « ferme ta gueule ». Voilà, donc dès qu'il le voit, il faut le faire taire. Je ne sais pas s'il en a la mesure, la responsabilité qu'il aura à endosser après coup, après crise, quand on aura le fin mot de l'histoire, s'il a fait naître un espoir, s'il a fait surfer des milliers de Français sur cet espoir, et qu'en fait cet espoir est vain, et qu'en plus il peut tuer des gens, extrêmement grave. Et je pense que ça causera du tort à toute la communauté scientifique et il ne le mérite pas. Le juge de ça, c'est pas vous, c'est pas le gouvernement, c'est pas la presse, c'est les malades. Les malades, je peux vous dire que je n'ai pas de problème avec eux, il n'y a pas un malade qui portait plainte contre moi. Laissez-moi terminer. Il y a beaucoup de familles de malades qui ont porté plainte contre beaucoup de gens. Et ça va être compliqué. Nous avons nous-mêmes, le collectif, réalisé également une étude. Il y a plusieurs études dans le monde. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de cette étude de Lancet et personne n'a parlé de l'étude coréenne qui a été publiée il y a quelques jours, qui montre que prescrit dans le cadre effectivement précoce et en association hydroxychloroquine avec azithromycine, il y a une réduction des temps d'hospitalisation, il y a une réduction des événements indésirables, etc. Et je m'étonne que personne ne parle de cette étude coréenne, dont je rappelle que la Corée est quand même un pays qui a eu 220 morts pendant toute la pandémie et qui a extrêmement bien géré la situation. Une partie des pneumologues parisiens ont reçu l'étude des Coréens qui expliquait bien les choses, qui disait pourquoi ça s'est pas si mal passé que ça chez nous. Parce qu'on a mis des masques à tout le monde et donc tout le monde était masqué dans le pays. Il y a une question de civisme là-dedans. Deuxièmement, parce qu'on dépistait extrêmement rapidement les gens qui pouvaient ou qui étaient être porteurs de ce virus. Et troisièmement, parce que la chloroquine, ce que dit Raoult est vrai, c'est-à-dire ne présente d'intérêt, ce que dit le coréen aussi, l'infectiologue coréen, ne présente d'intérêt qu'au début pour limiter la charge virale, pour limiter la prolifération du virus. Après, la donnée ne sert à rien, parce que quand vous êtes en réanimation, le problème, c'est la saturation des poumons. Mais alors pourquoi ce choix du gouvernement de dire vous ne pouvez le donner qu'à la fin ? Je crois qu'ils sont dans un piège. Ils sont vraiment dans un piège. D'un côté, ils ont Raoult qui énonce avec grande force et avec des arguments relativement convaincants qu'il faut donner de la chloroquine à tout le monde. Et de l'autre côté, ils ont ce comité scientifique qui leur dit « Ah non, non, non », pour des raisons qui peuvent être à la fois scientifiques, mais aussi des raisons différentes, on ne sait pas. Dernière question, docteur. Vous avez fait une proposition qui était de tester cette molécule sur des médecins volontaires infectés. Quelle est la réponse qu'on vous a apportée ? J'ai proposé au ministère à 4 reprises de faire le test sur les médecins qui le souhaiteraient. On l'a proposé dès le 24 mars, de façon à pouvoir le faire. Du coup, excusez-moi, mais quelle a été la réponse? Est-ce que vous avez eu un retour? Alors, il n'y en a pas eu. Très simplement, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, ni oui ni non. J'ai fait 4 propositions à 4 reprises, il n'y a pas eu de réponse. La France est pour le moment le seul pays d'Europe à interdire l'utilisation de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. L'essai européen Discovery, qui teste actuellement plusieurs traitements, a annoncé avoir arrêté les inclusions de patients destinés à prendre ce médicament. L'OMS a décidé de
ne pas recommander l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans cette décision nous a surpris. Pourquoi? Parce que depuis 2 mois et demi, l'Algérie, à l'instar d'autres pays, n'est-ce pas, les pays arabes, les pays musulmans, les pays africains, a utilisé avec beaucoup de succès l'hydroxychloroquine. Bien entendu en France de façon individuelle. Il y a des contradictions qui sont entre personnes, entre clochers, entre chapelles en France qui ne nous intéressent pas. Le 27 mai, du côté de l'Espagne et du Royaume-Uni, on a dit non, nous on ne suivra pas la demande de l'OMS, on va continuer avec l'hydroxychloroquine parce que nous voyons des choses intéressantes avec ce médicament. Ainsi, je vous cite du côté de l'Espagne, l'agence du médicament espagnol qui a dit très tôt, l'Espagne continuera d'utiliser l'hydroxychloroquine contre le coronavirus malgré l'interdiction de l'OMS. En effet, pour l'AEMPS, qui est cette agence espagnole, c'est une étude observationnelle, pas un essai clinique. Il n'y a pas de preuves solides et incontestées. En Belgique, des spécialistes remettent en cause ces résultats et la fiabilité des données récoltées. Pouvoir dire qu'il y a une toxicité de cette hydroxychloroquine alors qu'on n'a pas de données sur les conditions dans lesquelles elle a été donnée, s'il y avait des contre-indications à la recevoir, si un électrocardiogramme avait été fait, comment on a constaté les arythmies ventriculaires, etc. C'est totalement impossible sur une étude de registre. Et donc c'est peut-être là que cette étude pêche, c'est qu'elle va trop loin dans ses conclusions par rapport aux données qui sont disponibles. Un aveu choquant de l'éditeur de The Lancet, la revue médicale la plus estimée au monde, a été pratiquement ignorée par la grande presse et les médias dominants. Le docteur Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a récemment fait une annonce disant qu'un nombre scandaleux de publications d'études sont au mieux peu fiables, quand elles ne sont pas complètement mensongères, en plus de frauduleuses. Horton a déclaré, une grande partie de la littérature scientifique, sans doute la moitié, pourrait être tout simplement fausse. Affligé d'études avec des échantillons réduits, d'effets infimes, d'analyses préliminaires invalides, et de conflits d'intérêts flagrants, avec l'obsession de suivre les tendances d'importance douteuse à la mode, la science a pris le mauvais tournant vers les ténèbres. Écoutez, moi, ces revues-là, je les connais, j'ai publié, j'ai reviewé souvent pour eux. Il y a deux situations. La situation normale, où effectivement, on vous laisse le temps pour reviewer et il n'y a pas de pression éditoriale. Et puis, il m'est arrivé d'avoir reçu du Lancet, de Nature, de New England, Journal of Medicine, un email en me disant, voilà, on veut publier tel ou tel article, vous avez 3 jours pour nous dire ce que vous en pensez, mais de toute façon, on le publiera. Dans ces cas-là, ça veut dire que ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des articles review-proof, comme waterproof, c'est-à-dire que de toute façon, l'éditeur avait décidé de le publier et on sert d'alibi pour une publication qui a été voulue pour des raisons d'augmentation de l'impact facteur de journal, pour faire le buzz, pour passer dans les journaux et se faire bien voir. Michel Chassan, je pense exactement dans ce cas-là. Faisant état des choses autrement, Horton dit carrément que les grandes compagnies pharmaceutiques falsifient ou truquent les tests sur la santé, la sécurité et l'efficacité de leurs divers médicaments, en prenant des échantillons trop petits pour être statistiquement significatifs, ou bien, pour les essais, embauchent des laboratoires ou des scientifiques ayant des conflits d'intérêts flagrants, ils doivent plaire à la compagnie pharmaceutique pour obtenir d'autres subventions. Au moins la moitié de tous ces tests ne valent rien ou sont pires, affirme-t-il. Les médicaments ayant un effet majeur sur la santé de millions de consommateurs, ce trucage équivaut à un manquement criminel et à de la malversation. Propos tenus après avoir assisté à un symposium au Wellcome Trust de Londres, sur la reproductibilité et la fiabilité de la recherche biomédicale. Conformément aux propos de Richard Horton à l'époque, voici un tout petit extrait de ce que l'on peut dire sur cette étude du Lancet. Surgisphere, la société responsable de la collecte des données de l'étude du professeur Mera, est une coquille vide. Les données et tout ce qui y figure sont sûrement fabriqués. L'un des co-auteurs de l'étude de The Lancet est nommé dans 3 poursuites pour faute professionnelle médicale déposées au second semestre de 2019. Et enfin, cerise sur le gâteau, celle qui s'occupe de la vente pour la société Surgisphere et Quartz Clinical est en réalité une actrice porno. Ça ne s'invente pas.
Cette affaire qui est un scandale mondial doit nous pousser à nous questionner sur la crédibilité, 1. de ceux qui réclamaient une étude parfaite au professeur Raoult avant de valider une véritable forfaiture. Je ne dis pas que ce n'est pas normal d'en vouloir une bonne selon les standards scientifiques. Au contraire, attention. 2. de nos médias dominants qui viennent de nous prouver qu'ils étaient les premiers propagateurs de fake news. 3. de l'OMS qui n'est pas à sa première fake news durant cette crise. Nous en parlerons dans un prochain zapping. 4. du Haut Conseil de santé publique français qui, après un premier décret limitant l'usage de l'hydroxychloroquine au cas grave, sans que cela ne soit étayé par des données scientifiques, je cite son président, vient de récidiver. Et 5. d'Olivier Véran qui vient d'asséner le dernier coup de grâce à ce qu'il restait encore de crédibilité quant à la gestion calamiteuse de cette crise par ce gouvernement. Félicitations aux réseaux sociaux tant décriés par nos médias, réseaux sociaux qui ont fait le travail à leur place, eux qui ne vérifient rien. Ceux que l'on traite souvent de complotistes finissent habituellement par avoir raison. Prenez soin de vous, soutenez la chaîne, c'était la voix de Portici, portez-vous bien. Ça va s'ajouter à la cascade de mauvaises décisions qui ont été prises par le ministère de la Santé et c'est dramatique. Vous avez la preuve devant vos yeux que votre esprit critique était insuffisamment aiguisé pour savoir quel bon combat il faut mener. Du moins si vous étiez tombé dans le pigeon panneau. Alors, juste un avertissement pour ces personnes-là, si vous ne faites rien, si vous retournez à votre vie habituelle sans vous demander pourquoi vous vous êtes fait pigeonner et comment faire en sorte que ça se reproduise plus, vous tomberez dans le piège du prochain charlatan convaincant qui se présentera à vous. Parce que nous, c'est pas un hasard si on avait deviné tout ça, c'est pas parce qu'on a une expérience supérieure ou un feeling supérieur. On a des méthodes. Elles sont pas personnelles, elles sont rigoureuses, elles sont robustes, elles ont fait leurs preuves. Tout ce qu'on a fait, c'est les apprendre et les appliquer. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier l'étude en béton armé. Personne ne pourra me déstabiliser. Personne ne peut me prouver au contraire que je suis dans l'erreur. Personne. Brave, fidèle. Est-ce que j'oserais le mot mouton? Donc voilà, Raoult et la chloroquine, c'est terminé. Moi, j'en ai marre. On sait que ça marche pas, moi j'en parlerai plus ici, ça me gave. L'étude est tombée, on l'avait vu venir, on est resté prudent, maintenant les chiffres sont là. Fin de partie. Pour éviter que ça ne se reproduise, apprenez les méthodes de la pensée critique. Les éthiciens, je pense que ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire que je pense que ça part d'une intention anti-complotiste, débilos, tu vois. Je pense que ça part de là. Enfin, j'espère en tout cas, j'en sais rien d'où ça part. Mais je pense qu'en fait, c'est une sorte de fact-checking indépendant. Ils se veulent être ça. Mais en vérité, c'est devenu des... En fait, à force de vouloir établir la vérité, ils ont établi leur vérité et maintenant ils harcèlent les gens pour que les gens rejoignent. Moi, ma théorie, c'est que c'est comme les antifas. Il faut qu'il y ait un complotiste pour sortir une théorie pour qu'ils aient quelque chose à dire. Moi, c'est ma théorie. C'est ce que j'observe. Ah ouais, d'accord. C'est encore pire. Il faut qu'il y ait un facho qui tape un noir pour qu'un antifasciste puisse faire sa manifestation. Tout comme il faut qu'il y ait un Teddy Boy pour spéculer sur telle ou telle chose, ou un LLP, ou un Dieudonné, pour qu'un zététicien fasse une vidéo. Vous observez les vidéos, ils ne sortent des vidéos que quand il y a des complotistes. Sur le coronavirus, ils ont bien fermé leur gueule, jusqu'au moment où Raoult est arrivé. Et là, ils ont fait des vidéos anti-Raoult. Tu vois, progressivement. C'est que Raoult, là, ça y est, ils peuvent Maintenant, tellement ils peuvent. plus gérer.